Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas un interview, c'est une discussion que je vais avoir avec Sylvie Vignac. Bonjour Sylvie. Bonjour Nassim. En tout cas c'est avec beaucoup de plaisir qu'on fait cette vidéo, c'est une co-création. Elle est on va partager justement sur le sujet de la dépendance affective et qui est liée aux relations et les impacts que cela engendre à l'ensemble de la vie de l'individu. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il y aura cette discussion entre Sylvie et moi. Donc je te laisse te présenter en tout cas si tu veux. Merci Nassim. Et si on racontait comment on s'est rencontrés, pourquoi aussi on a envie de faire cette discussion aujourd'hui, parce que notre rencontre elle s'est faite à la formation de Napoléon Hill. Exactement. Une formation riche, importante, constructive, voilà, qui nous a beaucoup apporté, qui nous apporte encore beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, on s'est même retrouvés à Londres au congrès de Tony Robbins. Voilà, donc il y a eu ce parcours-là aussi en commun. Et encore plus, donc, aujourd'hui, on se retrouve sur ce thème des relations affectives, de la dépendance affective, qui te touche, toi, en tant qu'expert, et moi aussi en tant que sophroanalyste, et sous des angles à la fois différents et à la fois communs, et c'est ce qu'on va échanger là, pour voir que sous des facettes différentes, voilà, on va pouvoir traiter ce sujet de façon très complète. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a emmené à la sophroanalyse ? Bah écoute, c'est une histoire très personnelle, qui est une histoire à la fois, de toute façon, tous on a derrière le travail qu'on fait quelque chose qui est très personnel, et c'est ça qui fait notre richesse aussi, c'est qu'on a fait un parcours de nos blessures, de nos incompréhensions, de nos quêtes, et que ma quête à moi, ça a été quand j'ai été maman, et pendant mes grossesses, d'avoir des charges affectives, des charges émotionnelles très très intenses, sans trouver personne qui m'accompagne pour ça, qui m'aide à comprendre ce qui se passait pour moi. Et donc, j'ai vécu avec ça, mais c'était là, première grossesse. Deuxième grossesse, c'était encore un peu plus fort, comme quelque chose qui s'amplifie. Et quand j'ai rencontré Claude Imbert, qui, elle, est la spécialiste des mémoires prénatales. Alors, quand elle a parlé des mémoires prénatales, c'est-à-dire ce passage de la vie qu'on vit tous incontournablement de toute façon, entre la conception et la naissance, et bien cette période-là, elle est chargée d'informations qui sont toujours là en nous, qui sont toujours là de façon très inconsciente, mais très active et très présente. Et en fait, ce dont j'ai pris conscience avec elle, c'est qu'en vivant mes maternités, j'ai réveillé ma vie, ma gestation à moi, ma vie prénatale à moi, donc, et toute mon histoire à moi. Donc, j'avais des bonnes raisons du fait de mon histoire d'avoir des charges émotionnelles intenses. Et c'est ce que j'ai compris avec elle. Ce que je comprends beaucoup, c'est qu'en même temps, la dépendance affective, pas que uniquement sur un chemin très précis, elle a de multiples formes, et que moi, personnellement, comment je l'ai vécu, c'est que moi, je l'ai vécu dans la peur du rejet et de l'abandon. Et cette peur-là, après, c'est celle qui a engendré des relations de cause à effet, comme l'obsession amoureuse, après les différents développements de dépendance à la drogue, à l'alcool, aux jeux vidéo, la malbouffe, également le sexe. Et après, c'est ce qui m'a quasiment été le sujet de mon manque de confiance et d'estime. Et ce qui est génial, c'est que chacun a vécu la dépendance affective dans de différentes formes, et pas que uniquement sur une forme type et unique, quoi. C'est soit tu es dépendant, soit tu n'es pas dépendant. La dépendance affective, elle cache de nombreuses subtilités, et tous les chemins existent, et ça fait partie du processus. Et néanmoins, quand on en prend conscience, parce que c'est quand même un processus dans lequel on n'est pas forcément conscient, et c'est ça qui fait aussi son côté assez flou. Donc c'est ça qui est intéressant, et qu'on le voit après sous d'autres formes, que l'on soit maman, que l'on soit papa, que l'on soit un être humain de manière générale, on peut très bien être concerné par la dépendance affective. Absolument, absolument. Et quel a été le déclencheur pour toi ?
Le déclencheur, la prise de conscience. la grande prise de conscience. Je vais me dévoiler pour répondre à cette question. Bon, après, quand je parle de déclencheur, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être un événement, ça peut être... Moi, par exemple, mon déclencheur, ça a été le jour où je me suis retrouvé à répéter une seconde fois l'effet de l'obsession amoureuse. C'est-à-dire qu'en fait, moi déjà à la base, quand j'avais 16 ans, j'ai parcouru toute une ville parce qu'une fille me plaisait et j'ai parcouru cette ville pendant 5 mois et demi et je ne me rendais pas compte que j'étais en train de m'autodétruire. Je me rentrais dans un système d'autosabotage, d'où d'ailleurs après c'est là où ça m'a fait développer d'autres dépendances. C'était vraiment dans un cadre comportemental. Et en fait, moi j'avais pensé avoir résolu le problème en ayant en fait en étant concentré sur la finalité, en ayant été honnête avec la fille en question. Et au final, je me suis rendu compte que je n'avais jamais résolu le vrai problème parce que le comportement est resté pareil et identique. Et il ne suffit pas juste d'attendre en fait une finalité, d'avoir créé cette relation, que ce soit amicale ou amoureuse, ou ne pas l'avoir créée et du coup par conséquent c'est l'échec. Et déjà j'ai dit le mot échec, on parle de succès-échec, déjà j'étais dans une sorte de challenge avec moi-même et surtout avec l'environnement. Et quelque part, cette co-création, ça m'a permis de créer mon propre système d'autosabotage. Je me suis créé mon propre rejet, mon propre système d'abandon et toutes ces circonstances-là, je les ai ensuite attirées. Et en ayant répété une seconde fois ce même phénomène, je l'ai fait de manière inconsciente et automatique parce que je n'étais pas conscient que c'était de la dépendance affective. Et c'est à ce moment-là où il y a eu le déclencheur, comme quoi que le vrai problème était là. Et c'est surtout quand je me suis retrouvé dans une situation où j'avais tout pour être heureux, c'est-à-dire que j'avais un métier de salarié, un logement rien qu'à moi, une indépendance. J'étais également célibataire, qui était quand même une opportunité pour moi de me retrouver moi-même, mais je n'étais pas heureux. Et je savais que c'était dû à ce problème-là qu'il y a la dépendance affective. D'où ce déclencheur. Et oui, ce que tu dis est fondamental et j'ai entendu une phrase, si tu veux, qui me fait rebondir, justement, c'est tu dis je me suis créé mes propres systèmes d'auto-sabotage. Et quand tu dis ça, moi ce que j'entends c'est que tu te sens vraiment responsable de ce fonctionnement-là. Or, ce que moi je te propose comme lecture, justement, et quand je te disais, alors je vais me dévoiler, mais je vais le faire parce que c'est avec toi. D'accord. Et parce que ce qu'on peut partager aussi, eh bien, ça peut servir à d'autres, parce que nos histoires ne sont que nos histoires, mais elles ont quelque chose d'universel aussi, qui peut être au service des personnes qui vont nous écouter. Cette idée que tu as fabriqué ton système d'auto-sabotage, alors moi j'ai envie de te dire, le système d'auto-sabotage, il était peut-être déjà là en toi bien avant et depuis longtemps. Alors qu'est-ce qui se passe et ce que j'ai vraiment appris et ce que je mets en pratique dans la sophroanalyse, qui est la sophrologie, l'écoute du corps, la respiration, la détente, mais l'écoute du corps aussi sur le plan du décodage biologique. Tout à fait. Et l'analyse qui est une analyse vraiment axée particulièrement jusqu'aux mémoires prénatales, pas que sur les mémoires prénatales, parce que la vie est bien trop vaste pour qu'on la cloisonne, mais justement plus on peut étendre tous les champs de la vie, plus on va avoir du recul et une vue globale qui nous permet d'avoir un éclairage qui nous déculpabilise, qui nous fait regarder les choses différemment. Alors ces programmes, on a l'impression peut-être de se faire consciemment d'auto-sabotage quand on est adulte, eh bien ce sont des fonctionnements qui sont en nous, qui se sont créés en nous il y a bien longtemps, sur des blessures et sur des croyances qui sont justement où on va trouver des noyaux et des sources dans la période de la vie prénatale. Ce que je vais partager ici, parce que je sais que c'est aussi quelque chose que j'ai accompagné chez plusieurs personnes et que c'est une histoire de vie qui n'est pas si rare que ça et qui laisse beaucoup d'empreintes, c'est le fait d'être né dans une fratrie après un enfant qui est mort. Et cette place-là n'est pas si facile à prendre, justement, parce qu'il y a tellement
d'événements qui se passent autour d'un drame comme ça, eh bien, quand on arrive dans une fratrie après un événement comme ça, eh bien, forcément, notre histoire est teintée par le drame qu'ont vécu les parents, particulièrement qu'ont vécu la mère, et ça va forcément impacter aussi sur la relation d'attachement, sur la relation d'investissement, d'amour de la mère, qui est aussi teintée incontournablement, c'est pas possible de faire autrement, par des peurs. Par des peurs, une mère qui a vécu ça, ce drame de perdre un enfant, l'enfant suivant, forcément, elle va l'attendre avec tellement de peur de perdre à nouveau, que sa relation d'attachement ne va pas être le même. C'est juste un exemple pour dire que ce qu'on vit avant même la naissance vient nous impacter, vient s'installer en nous, avec beaucoup de programmes qui ne sont pas du tout des programmes conscients, mais pourtant des programmes qui vont nous suivre inconsciemment tout le long de notre vie et à un moment se manifester dans des relations affectives. On se retrouve après par conséquent dans la peur de perdre au lieu d'être dans l'amour, ce qui est en fait tout l'antithèse, mais qui se crée de manière inconsciente. Ça ne se fait pas non plus de manière volontaire, qu'on soit bien d'accord. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est à la fois de pouvoir regarder la vie dans son ensemble, ni en termes de comment dire, je me suis programmé ça, c'est-à-dire je porte toute la responsabilité, ni en termes de mais c'est pas de ma faute du tout, c'est-à-dire c'est un jeu de la vie. Quand je dis un jeu de la vie, c'est avec beaucoup de respect. Je me permets de t'interrompre, tu viens de dire justement en termes de responsabilité, alors qu'après, juste après, tu as dit ce n'est pas de ma faute. Là, justement, il y a confusion entre responsabilité et culpabilité. Et justement, le fait de savoir bien les distancer et de faire la différence. Parce que être responsable, ça veut dire être capable de donner des réponses aux événements, alors que être dans la culpabilité, ça veut dire se sentir coupable de ce qui s'est passé. Alors que dans le monde des êtres humains en général, la culpabilité n'a pas sa place. Parce que les tribunaux sont payés pour désigner des coupables et pas les êtres humains qui sont censés désigner des coupables, alors qu'on est sur le même stade et sur le même pied d'égalité. Voilà pourquoi je précise quand même cette différence entre les deux, parce que parfois il peut y avoir confusion. C'est juste. Absolument. La culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui nous tient, c'est culturel, on a ça en nous, et beaucoup trop fort, et c'est vraiment une grande pollution émotionnelle. Donc merci de cette précision, bien sûr. La responsabilité et la culpabilité n'ont rien à voir du tout. Mais c'est, quand je propose cette lecture large des mémoires prénatales jusqu'à en quoi les mémoires prénatales peuvent de façon inconsciente avoir encore un rôle dans ce que nous vivons à l'âge adulte, et dans nos comportements, et dans nos blessures, et dans nos schémas répétitifs. Alors c'est ça, c'est d'élargir le spectre de la vie et de le regarder vraiment de la regarder dans sa globalité. Tout à fait. Et c'est ça. Et c'est ça qui m'a plu dans la sophranalyse, c'est ce champ d'exploration qui est très large et qui permet justement de retrouver à la fois de remonter le temps, pas forcément pour y rester très longtemps et de retrouver intensément les émotions, mais plus pour retrouver là où sont les noyaux, prendre l'information et puis revenir à aujourd'hui pour retrouver tout le potentiel qui est là aujourd'hui. Voilà, c'est comme réouvrir une porte qui en fait, parce qu'on ne les a pas oubliées ces mémoires, elles sont là et en fait elles sont toujours actives. C'est ça qui est juste, voilà, c'est la vie qui fait ça, il n'y a pas de faute, c'est ni bien ni mal, c'est juste que c'est la vie qui est comme ça. Donc plus j'ai pu explorer aussi mon histoire à travers cette lecture-là, plus j'ai aimé la vie, et plus j'aime la vie, et plus j'ai envie d'accompagner les gens qui sont dans ces blessures et dans ces souffrances, parce que quelquefois c'est juste une bonne information bien ciblée qui va permettre de faire ce switch, cet autre regard qui va apporter une autre lecture des événements et qui va libérer beaucoup de choses. Ce que tu démontres, ce qui est super intéressant, c'est que quelque part, il y a le détachement du système binaire. Bien, mal, gentil, méchant, plus, moins, etc. Et que tu reparles justement de se reconnecter à la vie, alors que en général la vie c'est quelque chose d'illimité, c'est de l'abondance. Et quelque part tu recrées cette connexion avec cette abondance. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu viens de dire.
C'est magnifiquement dit. Mm. C'est recréer la connexion avec l'abondance. C'est ce qu'on retrouve dans Napoleon Hill. Exactement, bah ouais, absolument. Dans toutes ces lois du succès qui sont tellement humaines aussi. Voilà, et je pense que c'est ça qui nous a plu dans cette formation, c'est que ça parle de nous, de la conscience de qui nous sommes, de prendre en charge aussi et assumer la responsabilité de ce que nous faisons, et puis en même temps être dans cette connexion à l'intelligence infinie, à tout ce qui est au-dessus de nous, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'être en connexion avec l'univers, avec la vie, avec l'humanité, avec tout ce qui est vivant. Moi personnellement, ce qui m'a vachement aidé à retrouver cette connexion avec ces lois, ces principes de l'univers et tout ça, c'est surtout, moi, c'est l'attitude mentale positive, parce que c'est à ce moment-là où tu es le plus disponible et le plus à l'écoute en fait, de comment tu peux accueillir tes événements à toi. Et moi personnellement, ça m'a beaucoup parlé. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je continue encore beaucoup à apprendre des lois du succès. Et c'est ce qui me permet encore au jour d'aujourd'hui d'être encore disponible pour apprendre, de rester coachable, apprenable et de pouvoir toujours ouvrir les champs des possibles. C'est pour ça que je parle beaucoup vraiment d'abondance et d'infini, et c'est vraiment dans cette dynamique-là. Exactement. Et puisque tu évoques cette loi de l'attitude mentale positive qui est fondamentale, moi j'aime bien la première loi qui est avoir un but déterminé. Cette loi, en fait, elle nous sert à nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je mets en place pour l'avoir. Et en fait, tout est là aussi avec les personnes que nous accompagnons. C'est-à-dire, c'est une question fondamentale dès le départ, de savoir, même quand on souffre de quelque chose, quand on est blessé par une situation, eh bien, on peut rester soit victime, soit à un moment dire qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que je veux continuer de répéter cette situation ou est-ce que je veux me sortir de là? Et si je suis déterminée à ce que ma vie soit plus agréable, plus belle, alors qu'est-ce que je mets en place pour ça? Et le but déterminé, il est puissant pour ça, c'est qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je mets en place pour ça. Et les personnes qui viennent nous voir, je crois qu'elles se sont posées cette question, pas en pensant à Napoleon Hill, mais en pensant à leur choix, quel choix je fais pour ma vie et qu'est-ce que j'investis pour ça aussi, parce que voir les choses autrement et aller mieux, c'est un vrai investissement. Et toi et moi, on sait le chemin qu'on a fait pour transformer notre façon de vivre notre vie, aussi pour la sentir belle, pour la vivre belle, et avoir envie de partager ça. Cette fameuse phrase qui dit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. D'où d'ailleurs la phrase clé de Napoleon Hill. Et moi, ça m'a franchement pris une sacrée prise de conscience lorsque j'ai commencé déjà à lire Réfléchissez, devenez riche. À la base, ce qu'il faut savoir, c'est que moi déjà il y a maintenant 6 ans, je n'étais même pas capable de tenir un livre entre les mains, j'étais déjà fatigué au bout de 2-3 premières secondes, et que jusqu'au jour où je suis tombé sur le livre Réfléchissez, devenez riche, c'est là où j'ai découvert Napoleon Hill, c'est là où j'ai découvert les principes clés du succès, et la question que je m'étais posée, c'est comment je peux les implémenter dans ma vie et de créer cette adéquation entre ce que j'ai appris de manière théorique et comment la mettre en pratique directement. Il n'y a pas de secret, moi après c'est comme ça que j'ai appliqué et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller plus loin en intégrant justement la formation sur les principes du succès qu'on a fait ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, ma dépendance affective, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée à présent. C'est drôle de dire ça, mais c'est normal, vous allez vite comprendre pourquoi à présent ce que je dis, voilà. Parce qu'en fait, ça m'a fait développer une qualité qui s'appelle la résilience. Et au jour d'aujourd'hui, je ne prétends pas non plus prendre les choses pour acquis, parce que c'est un piège, parce qu'on en apprendra tous les jours. Il y aura toujours des petits rudiments, des petits détails qui vont nous dire en fait que c'est encore toujours des petites zones à travailler, mais quelque part c'est bien, parce que faut toujours vraiment avoir ce sens de curiosité, c'est ce qui est quand même humain et ce qui est tout à fait naturel. On est curieux, ça n'a rien de péjoratif, et c'est vraiment savoir justement ajouter une ligne verticale sur le signe moins, ce qui donne le signe plus. Ça va dans le sens de la vie,
Exactement. La vie, les saisons, c'est une évolution perpétuelle. C'est l'impermanence perpétuelle. Alors d'être dans ce mouvement, c'est dire on est vivant. C'est signé, nous sommes vivants. Absolument, absolument. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te demande le plus la plupart des gens que tu amènes en sophroanalyse, que tu accompagnes? Je dirais que la majorité des situations que j'accompagne, quand on remonte le fil, eh bien, on va trouver vraiment les conflits relationnels avec la mère. Quand je dis ça, bien sûr, même si ça sous-entend des colères, des sentiments de non-désir, de non-amour, il y a ça qui est exprimé. Mais au fond, c'est comme arriver à retrouver dans le travail qu'on fait ensemble les bonnes informations qui vont permettre de voir les choses autrement. Parce que je pense profondément que si chacun des êtres humains sur cette terre, si on est là, c'est qu'on a notre place ici et qu'on a reçu beaucoup d'amour qui nous a permis de continuer à vivre. C'est pas, bien sûr, il y a un instinct de survie en chacun de nous, mais je suis aussi, moi en tout cas, c'est avec cette certitude que moi je travaille, qu'on a reçu beaucoup d'amour et que cet amour, on ne l'a pas toujours perçu comme tel. Parce que justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a pu avoir des peurs, il y a pu avoir des raisons familiales qui fait qu'on attend un enfant d'une certaine façon aussi, qui va parasiter la relation intime, puissante d'amour entre la mère et l'enfant. Et en fait, dans les situations que j'accompagne, c'est ça qu'on va retrouver le plus, c'est-à-dire au bout du bout, cette relation qui est la relation, notre fondement dans la vie, elle commence par là. On est quand même passés tous par ce temps de gestation, ce temps de développement dans un ventre maternel. Et si on est là aujourd'hui, c'est que cette mère qui nous a porté, cette maman qui nous a porté, elle nous a aussi nourris. C'est pas que son corps qui nous a nourris pour être là, c'est qu'il y a eu un amour profond. Et c'est de retrouver ce lien-là, ce lien d'origine, qui est un lien pur, et de pouvoir recontacter ça pour retrouver la relation affective plus fluide, plus claire, plus facile et moins parasitée par toutes les croyances qu'on a pu avoir depuis avant la naissance. Tu sais, moi, le mot que je retiens, c'est surtout le mot développement. D'ailleurs, justement, ça me fait percuter sur une petite anecdote qu'on m'a racontée en séminaire, justement, sur le sujet de la dépendance affective. Elle n'est pas de moi, hein, bien sûr, mais cette anecdote, ça me ferait vachement plaisir de la raconter, et qui est vraiment en relation, justement, avec cette histoire. En fait, c'est une histoire d'une jeune femme qui vivait toute seule, elle avait besoin d'affection, elle n'avait personne. Alors, ce qui lui est venu à l'esprit, c'est d'acheter un boa. Elle s'en est acheté un. Petit, c'était encore il avait encore besoin de grandir, entretenu, nourri, réchauffé, même quasiment à la limite dormir avec ce boa. Voilà, au fil du temps, il a commencé à grandir, à apprendre à vivre dans une certaine routine, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout d'un moment, du jour au lendemain, il en avait marre, il s'est mis dans le coin, il a arrêté de manger et il a arrêté Au fil du temps, il a commencé à se développer, à grandir, à prendre quasiment la même proportion physique que la jeune femme. Et tu sais quelle était l'intention du boa? Non. C'était de la manger tout cru. Dans cette histoire, tu veux savoir quelle est l'illustration de ce boa? Tu veux savoir c'est quelle est? Bah oui, parce que là je la vois pas. Dis-moi tout. Il s'agit de l'enfant intérieur. Ok. Parce que l'enfant intérieur, en fait, ça symbolise en particulier le passé. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, on vit dans l'instant présent. Et parfois, le passé, ça a un impact aussi péjoratif et considérable, surtout dans la vie et l'existence de l'être humain. D'où d'ailleurs, justement, pourquoi l'importance de rester dans le présent. Le présent, c'est un cadeau. Et l'important, c'est vraiment de vraiment rester ici et maintenant. Parce que le futur, c'est vrai qu'en général, ça symbolise la peur, l'anxiété et tout ça, la peur de savoir ce qui va se passer.
Alors que le passé, on est plus en train de baigner dans les regrets, dans le mal-être, dans la culpabilité. On trouve après différentes caractéristiques. Et justement, tout va dépendre de la relation que l'on a aussi avec le temps. Et pourquoi en même temps j'ai raconté cette anecdote? Parce que justement ça illustre très bien le développement, comment aussi on procède au développement que l'on a quand on est avec le sujet qui est le sujet de la dépendance affective justement. Et voilà pourquoi justement j'ai fait une petite parenthèse avec cette anecdote pour justement illustrer ce développement. Est-ce que le bois a mangé Telle est la question. Je poserai la question à Pascal Piquet, dont je fais un petit coucou de passage. Alors écoute, parfait. Le thème de l'enfant intérieur, c'est un thème qui me parle particulièrement parce que c'est vraiment... J'ai fait des séminaires sur le sujet. C'est un thème pour moi incontournable de guérison. Vraiment, c'est la partie en nous, qui appartient. C'est pas que notre passé, l'enfant intérieur, c'est tout ce que l'enfant que nous étions a accumulé comme blessure, comme croyance, et comme pensée, comme émotion. Donc c'est tout un ensemble, c'est toute une composition en fait de quelque chose qui est toujours en nous, tel que nous avons vécu les choses, telles que nous les avons crues. Tout à fait. Et nos croyances, elles sont puissantes et terribles à la fois parce que elles nous font avoir des programmes de comportement sur une croyance. Si je crois que je ne suis pas aimée, eh bien, sans le savoir, parce qu'il y a eu un événement qui m'a fait ressentir ça, que l'émotion m'a fait ressentir ça, je vais finir par créer cette croyance qui n'est des fois même pas consciente du tout. Et aussi, elle ne peut pas aussi forcément nous appartenir, parce que ça peut émaner d'un événement, ça peut émaner aussi d'un individu, très souvent. Il va croire qu'il arrive tel événement, donc ça va lui arriver, et après il se l'approprie, et en fait il achète cette croyance, et par conséquent ça va lui arriver par défaut. C'est ça, il y a de ça. On achète la croyance, mais on l'achète cher, elle va nous coûter cher, ça, parce c'est sûr. que c'est garanti. Donc elles sont vraiment à aller visiter nos croyances, parce que voilà, c'est aussi un thème que j'aime beaucoup, parce que ça va être un thème où on va tirer le bon fil, en se posant les bonnes questions, on va avoir les bonnes réponses, donc tout est là. Et la croyance va nous faire construire un schéma de comportement. Si je crois que je ne suis pas aimée pour toutes les raisons, pour ce que j'ai vécu, pour ce que j'ai reçu comme héritage généalogique, eh bien je vais construire bien inconsciemment, mais notre cerveau c'est très bien, notre être c'est très bien, notre cerveau, notre mental c'est très bien faire ça. Je vais construire un schéma de comportement qui fait que je vais régénérer un événement qui va lui-même régénérer une émotion et lui-même venir fortifier cette croyance. Donc la croyance agit comme un moteur, vraiment comme un programme qui se met en route. Par exemple, je crois que je ne suis pas aimée, et bien sans le savoir, je vais faire des choses qui vont attirer des colères, et très inconsciemment, et ça va recréer des événements qui vont me faire dire, tu vois bien, on me gronde, ou alors on me rejette, ou alors c'est bien parce que je ne suis pas aimée. Et c'est bien ce cercle vicieux qui est terrible, parce qu'une fois qu'on a ancré une croyance en nous, eh bien c'est là, on va dire, la machine, comme on appelle ça dans les bateaux, dans la soute, tu vois, toute la machine, toute la machinerie. C'est ça. Le charbon pour pouvoir faire chauffer. C'est ça. Donc voilà, c'est de pouvoir revenir dans la partie de la machinerie, là, puis d'aller voir qu'est-ce qui alimente, c'est quoi ce charbon là qui alimente ces croyances et qui font qu'on tourne en boucle, et on répète, et on répète, et on répète, et on comprend pas pourquoi on répète, parce qu'entre-temps on a grandi, entre-temps on a une certaine sagesse, on a compris beaucoup de choses, et pourtant dans notre comportement il y a comme des incontournables, on peut s'observer, répéter des comportements et ne pas pouvoir faire autrement. Et c'est bien ça le fond on va dire, de la question qu'on va retrouver en thérapie, et que moi j'accompagne particulièrement, c'est je comprends pas pourquoi, je répète ça, je le vois, mais je peux pas faire autrement. Et donc voilà, c'est les clés sont
pour moi, en tout cas c'est là que moi je vais accompagner et qu'on va trouver des belles réponses qui à chaque fois seront uniques parce que chaque personne est unique. Voilà, de trouver les clés dans l'enfance, avant 7 ans, dans les événements au moment de la naissance et dans la vie prénatale. Et bien sûr dans la psychogénéalogie, bon ça on va trouver aussi les informations. Mais voilà, c'est cette lecture-là de la vie que moi j'aime infiniment parce que c'est là que j'ai trouvé mes plus grandes clés de guérison et c'est là aussi que en les offrant aux gens qui viennent, je sais qu'on trouve de quoi transmuter le lourd en léger, en tout cas que la vie devient... J'aimerais revenir sur les croyances limitantes, qui a très bien été illustré, et tu as dit exactement le processus juste. Il y a un ingrédient en particulier qui entretient les croyances limitantes, et c'est le discours intérieur. Tout dépend en fait comment on dialogue avec soi. Et c'est ça aussi qui nourrit les croyances limitantes ou qui nourrit les croyances dynamisantes. Donc on est aussi entretenu par les deux et parfois ça peut être entre les deux. Ça va dépendre aussi le contexte de chacun et comment aussi, quel est votre type de comportement que vous avez, votre attitude. Ça peut être soit vous voyez le verre à moitié plein, soit vous voyez le verre à moitié vide. Après, ça va dépendre aussi également de la nature de l'individu, comment il avait grandi, comment il a été conditionné, je le dis aussi un petit peu entre guillemets, mais néanmoins, il y a aussi tout ça qui entre également en compte dans la vie de l'être humain. Tout à fait, comment il s'est adapté, voire suradapté. Absolument. Bien sûr, oui. Je m'y retrouve beaucoup parce que tout ce que tu es en train de raconter, c'est exactement ce que j'ai vécu parce que j'ai été aussi quelqu'un qui était abonné aux croyances limitantes. Je voyais le verre à moitié vide aussi, j'ai connu ça jusqu'au jour où j'en ai pris conscience en fait que l'effet du transparent, ça peut rester subtil quand on voit un verre d'eau et surtout avec la ligne toute... on a l'impression de rien voir. Donc c'est vrai que cette subtilité elle est toujours intéressante à regarder de plus près, surtout que lorsqu'on n'est vraiment pas forcément conscient de notre attitude, des impacts de notre existence en tant qu'être humain. Sur tout ça. Mais ça reste des opportunités lorsqu'on arrive avec le temps à pouvoir créer cette transition. Moi, c'est ce que j'ai pu déjà, quand j'ai travaillé sur moi-même, traverser également. C'est ce que j'ai appris à faire avec moi-même et c'est ce que j'ai également enseigné aux gens que j'ai coachés jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui ont pu également transiter entre un être de base jusqu'au bien-être. Donc voilà, moi pour ma part, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis à présent au jour d'aujourd'hui, conférencier, coach, blogueur, infopreneur, formateur également, et de pouvoir être dans une phase de retransmission avec tout ce que j'ai appris et tout ce que je continue encore à apprendre au jour d'aujourd'hui. On est des étudiants de la vie, n'est-ce pas Sylvie ? Tout le temps, Nassim. Tout le temps. Et surtout ne jamais s'arrêter. De s'émerveiller, d'apprendre, d'aimer, d'être gourmand. Absolument, ça je suis d'accord. Parce que la vie c'est ça, la vie c'est goûter tout ce qui va nous faire nous sentir vivants. Donc c'est la relation amoureuse, c'est la rencontre avec l'autre, c'est tout le temps découvrir l'autre aussi derrière les apparences. C'est aussi nos passions, nos activités qu'on aime faire, ce qui nous nourrit notre bien-être. Ouais. C'est ce que vous êtes prêt à faire 24 heures sur 20, je dis 24 heures sur 24 entre guillemets, mais c'est plutôt dans votre quotidien parce que aussi dans une boucle temporelle, on a 8 heures pour dormir, 8 heures pour entre guillemets vivre de notre passion et 8 heures aussi pour les gens qu'on aime. Donc ça c'est quasiment 3 x 8 ça fait 24, donc voilà, c'est ce qui fait 24 heures dans une journée. Ouais, c'est ça. C'est du sur-mesure. Super. Ouais. Super. Donc quel est le message que tu aimerais faire passer aux gens qui nous regardent à présent ? La vie est belle, ça c'est le message que je porte de façon la plus sûre en moi. Voilà, la vie elle nous bouscule aussi à tous âges, pour toutes raisons. Voilà, quand je dis la vie est belle, c'est pas que à un moment c'est un acquis et puis ça roule et puis tout va bien. Chaque jour on est remis en question, chaque jour. Mais cette certitude, c'est cette certitude qui me fait avancer, c'est cette certitude que tu ne peux convaincre personne de ça, mais tu peux inspirer les autres
en tout cas à t'ouvrir à cette idée-là. Voilà, même quand les choses sont vraiment douloureuses. Et voilà, donc le message, c'est au nom de la vie qui est belle et qui est là pour qu'on se réalise aussi, parce qu'on est là pour ça. Révéler qui nous sommes, offrir au monde qui nous sommes, offrir nos talents, offrir nos expérimentations, en fait, ce qu'on a appris en tout cas de ce qu'on a vécu. Donc le message, c'est avec cette idée-là que la vie est juste merveilleuse. C'est de se donner les moyens quand elle nous semble dure, douloureuse, et bien de comprendre ce qui nous l'a fait voir comme ça, pour la voir autrement, la voir dans la lumière et la voir légère. Exactement. Ouais. Il me semble que tu avais écrit un livre, non? Enfin, oui, j'ai accompagné une histoire magnifique que j'ai fait mettre en bande dessinée qui s'appelle Les Passerelles de Léo. Et Les Passerelles de Léo, eh bien, ça raconte l'histoire d'un enfant, mais c'est pas un livre destiné que aux enfants. Comment d'une histoire qui semble verrouillée, qui semble répétitive mais sans solution, en la mettant en lien, et c'est là les passerelles, en la mettant en lien avec ce qui a été vécu avant même la naissance, et bien tout d'un coup ça se dénoue, ça se libère, ça se révèle et ça se transforme. Voilà, donc c'est un livre que je vends sur mon site, c'est un livre qui est en vente sur fnac.com et qui voilà, qui est un message simple mais qui plaît bien. Voilà. Super. Moi, si j'ai un message à faire passer, c'est que si vous êtes concerné par la dépendance affective et que vous avez peut-être des doutes, vous n'êtes peut-être pas conscient, c'est déjà de savoir vous remettre en cause, déjà de refaire un bilan de votre vie, de regarder dans lequel vous avez quand même des choses positives, parce que quand même vous n'êtes pas condamné à l'échec, et ça c'est faux. Regardez les différentes sphères, déjà sur la sphère personnelle, ça veut dire la relation que vous avez avec vous-même, la sphère environnementale, que ce soit votre travail, vos activités, votre passion, ce qui est vraiment en lien et ce qui vous met dans une bonne vibration positive. Et également dans vos relations en général, que ce soit avec votre famille, vos amis, vos collègues, etc. La liste est longue. Et également sur l'aspect sentimental, parce que c'est aussi l'un des moteurs qui est quand même le moteur phare d'un être humain, et dans lequel ça a des impacts sur les émotions et surtout au niveau passionnel. Donc revoyez dans cet ensemble, et si vous êtes vraiment dans le besoin, n'hésitez vraiment pas à non seulement à regarder bien sûr dans le descriptif, on est là pour ça, donc des infos sur ton site. Oui, sylvie-vignac.fr. Je travaille à côté de Pau, mais je travaille aussi à distance, voilà, pour l'info. Donc moi, vous savez, rendez-vous sur www.lasimcar.com. Je suis également disponible dans les réseaux sociaux, donc tout est indiqué dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et voilà, moi pour ma part, c'est avec beaucoup de plaisir et de gratitude d'avoir fait cette discussion, d'avoir échangé, d'être rentré vraiment dans le vif du sujet, en même temps que sachant que Sylvie Vignac, on a quand même été formés ensemble dans les principes du succès de Napoleon Hill. Donc c'est avec beaucoup de gratitude d'avoir fait cet échange. Je te remercie infiniment. Merci Nassim. Merci à toi Sylvie. Ce joyeux moment. Plaisir partagé en tout cas. Partagé avec le public qui nous regarde. Merci. Merci encore et à très vite. Au revoir. À bientôt.